Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour découvrir cette semaine le grand essai électrisant de la Cupra Formentor VZ e-Hybrid 245 chevaux. C'est donc la version hybride rechargeable la plus puissante. Cet essai vous est proposé par Arval, leasing pour professionnels et particuliers, et Eddy, Electric by D'Ieteren, bornes et solutions de recharge. La Cupra Formentor, elle a été présentée en octobre 2020, il y a donc un petit peu plus d'un an, et c'est la première vraie Cupra, les autres étant des Seat rebadgés. La Cupra Formentor était disponible avec des motorisations thermiques à sa sortie, et depuis cette année, elle l'est également avec des motorisations hybrides rechargeables. Celle-ci, tout d'abord, de 245 chevaux, et puis plus récemment, une version de 204 chevaux, est venue compléter la gamme par le bas. Seule la version de 245 chevaux que vous avez sous les yeux mérite, selon Cupra, le badge VZ qui désigne les véhicules les plus performants chez Cupra. Alors est-ce une vraie Cupra? Que vaut-elle au quotidien? Son ramage est-il à la hauteur de son joli plumage? Eh bien, j'en ai pris le volant pendant une semaine. Toutes les réponses dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite à vous abonner à Charging Station. Si ce n'est pas déjà fait, vous êtes des dizaines chaque jour à rejoindre Charging Station et ça me fait évidemment bien plaisir. Merci de votre soutien. N'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dans 2 semaines, l'essai de la Mercedes EQS 580 4MATIC AMG Line. Tout un programme, la grande berline luxueuse de Mercedes avec son fameux tableau de bord Hyperscreen. Eh bien, vous saurez tout dans 2 semaines. D'autres essais électrisants, encore cette année, des modèles très attendus, je vous en parle tout à l'heure. Et puis autre chose que vous pouvez faire pour soutenir Charging Station, c'est cliquer sur le bouton rejoindre et avec une toute petite souscription mensuelle, un tout petit montant, avoir une foule d'avantages, bénéficier d'une foule d'avantages, je vous en reparle tout à l'heure. Extérieurement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très réussie, cette Cupra Formentor qui, pour la petite histoire, doit son nom, Formentor, au rocher qu'on retrouve sur le Cap Formentor, à l'extrême nord de l'île de Majorque. Alors ça, c'est pour l'argument marketing, pour l'explication du nom. Bon, je n'ai pas trouvé vraiment de ressemblance entre cette voiture et les fameux rochers du Cap Formentor, mais je trouve quand même que Formentor, au niveau du nom, ça claque pas mal. Chose rare, je la trouve belle sous tous les angles. Le devant, le profil, l'arrière, c'est élancé, il y a une vraie personnalité, rien à dire. Les accents cuivrés lui vont plutôt bien, tout comme cette peinture bleu mat d'ailleurs, peinture mat évidemment en option, aux alentours de 2000 € tout de même. Au niveau des dimensions, la Cupra Formentor, elle mesure 4,45 m de long, pour 1,84 m de large et 1,51 m de haut, 1,53 m avec les barres de toit. Au niveau de son empattement, c'est-à-dire la distance entre le train avant et le train arrière, on est sur 2,68 m, c'est plutôt généreux. Est-ce que ça bénéficie aux passagers arrière, au volume intérieur globalement, mais aux passagers arrière plus spécifiquement? Eh bien, on le vérifie dans un instant. Sous son capot, cette Cupra Formentor e-Hybrid VZ renferme tout d'abord un 4 cylindres essence. 4 cylindres essence qui est bien connu au sein du groupe Volkswagen, c'est le fameux 1.4 TSI. Il développe 150 chevaux et propose 250 Nm de couple. Il est épaulé par un moteur électrique développant lui 115 chevaux pour 330 Nm de couple. Ça pousse, c'est normal, c'est l'électrique. Puissance combinée 245 chevaux, un 0 à 100 abattu en 7 secondes et un couple de 400 Nm, soit autant que la Cupra Formentor essence de 310 chevaux, mais 310 chevaux qui dans ce cas-là vont bien rester à l'écurie en raison de la fiscalité qui pèse sur les voitures non électrifiées évidemment. Toute la puissance sur cette voiture est envoyée aux roues avant grâce à la boîte de vitesse, elle aussi bien connue au sein du groupe Volkswagen, DSG 6. Cette voiture est donc exclusivement une traction.
Pour alimenter le moteur électrique qui se situe donc à l'avant, une batterie qui, elle, se situe à l'arrière. Batterie d'une capacité de 12,8 kWh utile, donc réellement utilisable. Ça doit permettre à cette voiture de parcourir entre 52 et 55 km selon la norme théorique WLTP en cycle mixte et jusqu'à 63 km en milieu urbain. Qu'en est-il dans la vraie vie? Le verdict tout à l'heure, quand on sera sur la route. Ce que je peux vous dire, c'est que le fait qu'on ait les moteurs à l'avant et la batterie à l'arrière, en termes de répartition des masses, c'est plutôt pas mal, et notamment du coup en termes de comportement proposé par cette voiture, c'est plutôt chouette. Là aussi, on en reparle tout à l'heure. Pour recharger la batterie, ça se passe, vous le voyez, à l'avant du côté gauche et on retrouve, quand on ouvre la trappe de recharge, eh bien, un connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos maisons et dans nos rues. Comptez un petit peu plus de 3h30 sur une borne dédiée, comptez un petit peu moins de 5 heures sur une prise domestique simple. Attention, vous pouvez recharger sans installer une borne à la maison, mais attention tout de même d'installer une prise renforcée, c'est le minimum. N'oubliez pas que ça va durer plusieurs heures la recharge, près de 5 heures en l'occurrence avec cette voiture. Il ne faudrait pas que votre prise surchauffe, ce qui peut arriver sur une installation peut-être un petit peu plus ancienne. Donc voilà, dans tous les cas, installez au moins une prise renforcée. Dans le meilleur des cas, pour bénéficier de toutes les fonctions, une borne de recharge. Avec la borne un petit peu plus de 3h30, avec une prise simple, eh bien ce sera un petit peu moins de 5 heures. Pas de connecteur combo CCS, pas de recharge sur le courant continu sur les superchargeurs avec cette voiture. L'autre trappe pour le remplissage du réservoir à carburant, eh bien, elle se situe à l'arrière du côté droit avec un réservoir de 40 litres dans cette voiture. Alors c'est moins que les 50 à 55 litres des autres versions exclusivement thermiques, mais ça va tout de même vous permettre avec cette voiture eh bien, d'envisager sereinement des plus longs trajets. Cette carte, vous le savez, c'est la carte de Eddy Electric by D'Ieteren, partenaire de Charging Station. Alors cette carte, elle vous permet d'avoir accès à plus de 100 000 points de recharge partout en Europe. Elle est gratuite, il n'y a pas de frais d'activation, pas de frais d'abonnement. Vous payez donc uniquement ce que vous consommez. Autant de bonnes raisons de l'avoir en permanence à portée de main dans la boîte à gants. Grâce à cette carte, vous allez pouvoir également piloter votre borne connectée Eddy Electric by D'Ieteren, tout simplement en démarrant et en arrêtant chaque session de recharge grâce à cette carte qui vous appartient, donc personne d'autre ne pourra utiliser votre borne en votre absence. Une raison supplémentaire d'ailleurs d'installer une borne connectée chez vous. Si vous voulez découvrir tout l'écosystème de Eddy Electric by D'Ieteren, eh bien surfez là aussi sur le lien dans la description. Dans la suite de cet essai, dans un instant, je vous invite à découvrir l'intérieur de cette voiture. Les places arrière tout d'abord, y est-on bien installé? Y a-t-il suffisamment de place? Et puis le tableau de bord également de cette Cupra Formentor, hybride rechargeable. On prendra le volant, on ira sur la route également avec tous les chiffres en matière de consommation. Consommation batterie vide, c'est intéressant sur des longs trajets. Également l'autonomie réelle en mode 100% électrique. Mais d'abord, on va s'intéresser au coffre de cette voiture. Alors autant vous le dire tout de suite, la capacité de chargement, c'est pas vraiment son point fort. 345 litres, c'est pas énorme. 345 litres, surtout vu la taille de la voiture, c'est quand même pas une petite voiture. C'est quand même 95 litres de moins que sur les versions non électrifiées à 2 roues motrices. Et c'est encore 65 litres de moins que sur les versions non électrifiées à 4 roues motrices. Alors, 2 petits espaces de stockage à gauche et à droite pour caler des objets. Vous allez chez des amis, vous amenez une bouteille de vin. Voilà, vous pouvez la caler là à gauche ou à droite pour éviter qu'elle se promène. Pour le reste, pas grand chose, le crochet d'attelage qui peut être libéré via le petit bouton du côté gauche, les 2 manettes à gauche et à droite pour rabattre la banquette arrière qui est donc fractionnable avec une trappe à ski. Voilà un élément intéressant en termes de modularité, mais c'est à peu près tout. Donc c'est pas vraiment le point fort de cette voiture. Capacité de chargement 345 litres, est-ce que c'est suffisant pour vous? À vous de décider. Avant de m'installer à l'avant et de vous faire découvrir le tableau de bord de cette voiture, eh bien me voici installé à l'arrière. Alors j'aurais espéré un petit peu plus de place pour être tout à fait franc avec vous. Cela dit, je mesure 1,90 m, le siège avant est donc fort reculé puisqu'il est réglé comme pour moi. Et voilà, je m'installe, ça touche légèrement, c'est tout à fait acceptable, mais ça touche légèrement. Et j'ai les cuisses relativement haut perchées et donc il ne repose pas entièrement sur la banquette arrière. Mais pour des gabarits moins imposants que le mien, ça posera évidemment beaucoup moins de problèmes. Au niveau de la garde au toit,
c'est un petit peu limite aussi. Donc voilà, 1,90 m à l'arrière, bon ça va sans doute pas vous arriver tous les jours, mais c'est correct, mais sans plus, quelques dizaines de kilomètres sans problème, mais vous n'allez pas traverser la France comme ça. Au niveau de l'équipement, on a le réglage de température pour les places arrière, donc spécifique ici entre les deux sièges avant, ainsi que 2 prises USB de dernière génération, donc prise USB-C. On a donc cet accoudoir central avec 2 porte-gobelets. On l'a dit, il y a une trappe à ski dans cette voiture, et puis des pochettes à l'arrière des sièges avant. Bref, tout ce qu'on est en droit d'attendre d'une voiture moderne en 2021. La première impression quand on s'installe au volant de cette Cupra, eh bien, c'est qu'on est bien à bord d'une voiture produite par le groupe Volkswagen. On le remarque au pavé de commande, de l'éclairage notamment, à l'écran d'infodivertissement, aux commandes situées juste en dessous ici, au commodo aussi, etc., etc. Bref, pour le côté exclusif Cupra, on repassera. Au niveau de la qualité perçue, là, il y a à boire et à manger. Il y a du positif avec ces sièges qui sont juste magnifiques. Les inserts cuivrés un petit peu partout, sur le volant notamment, sur le tableau de bord également, qui sont du plus bel effet. Et puis ce volant Super Sport Cupra chauffant, spécifique, avec ces 2 boutons ici en partie inférieure qui inspirent la sportivité. Et puis il y a aussi ces 2 écrans, instruments et infodivertissement, qui eux, par contre, visuellement, eh bien, manquent de cohérence. On les croit sortis de 2 voitures complètement différentes. Ici, face à moi, l'écran instrument, il a plutôt un look Audi, alors que l'écran d'infodivertissement a plutôt un look Volkswagen. Et les deux ensemble, je trouve que visuellement, ça marche pas terriblement. On a une console centrale aussi qui est digne d'une Volkswagen Polo, mais pas vraiment d'une marque qui revendique une certaine exclusivité comme la marque Cupra. Donc voilà, du positif, du négatif, à boire et à manger dans cette voiture, notamment le tableau de bord. Ici, le tableau de bord, c'est franchement cette partie-là, elle est vraiment très agréable. Avec ce revêtement ici, un peu froid au toucher, mais visuellement qui là aussi fait très très moderne. On a ces surpiqûres ici, ce matériau moussé. Donc tout ça est vraiment très très bien. Et puis cette console centrale 100% plastique dur qu'on croit donc sortie d'une Volkswagen Polo. C'est un peu dommage. Donc je vous le dis, il y a vraiment à boire et à manger dans cette voiture, du positif et un petit peu de négatif, il faut le dire. Et vous, que pensez-vous de ce tableau de bord et plus globalement de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Je vous propose à présent de décrire l'intérieur de cette Cupra Formentor en commençant par la portière conducteur. En partie haute, on a la poignée d'ouverture. En partie intermédiaire, les vitres et les rétroviseurs électriques. Et puis en partie basse, l'ouverture de la trappe pour l'essence et la commande de haillons électriques. À gauche du volant, sur le tableau de bord, le module de gestion des éclairages qui fait très Volkswagen. On a sur le volant, qui lui pour le coup est 100% Cupra, à gauche, le régulateur et le limiteur de vitesse avec réglage de la distance par rapport au véhicule qui précède pour le régulateur de vitesse adaptatif, la commande de volume du système audio et puis le sélecteur de mode de conduite. Tout ça, ça se passe donc du côté gauche. Sélecteur de mode de conduite, c'est ici donc le bouton qu'on va retrouver ici en dessous. Alors, sélecteur de mode de conduite, il y en a combien des modes de conduite? Donc, il y a le mode traditionnel, le mode normal, le mode sport, le mode Cupra et puis le mode individuel dans lequel vous allez pouvoir naviguer pour vous concoctez votre mode de conduite à vous. C'est ce que je vous conseille en général, parce que certains préfèrent une direction un petit peu plus dure, d'autres pas, suspension un petit peu plus dure ou plus confortable, etc. Donc le mode individuel vous permet de concocter votre programme bien à vous. Vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de mode éco sur cette voiture, c'est pas la philosophie de cette voiture. Par contre, 2 modes sportifs, le mode sport et le mode extrême Cupra, qui évidemment procurent les sensations les plus sportives et donc les plus rigides en termes de confort là aussi. À droite, sur le volant, on a le pilotage de l'écran instrument avec les petits boutons qu'on va retrouver ici. Il y a pas mal de vues d'ailleurs qui sont disponibles sur cet écran instrument. On a cette vue-là que moi j'ai utilisée durant cette semaine. On a d'autres vues qui sont disponibles, voilà, avec 2 écrans et la carte en partie centrale. Ça fait très très Audi. On a cette autre vue, voilà, avec un design un petit peu différent à gauche et à droite. On a une vue un petit peu plus minimaliste ici, avec ou sans la carte. On a ici très très minimaliste cette vue par exemple. Et puis voilà, celle que j'ai utilisée durant cette semaine. Donc vous avez le choix en termes de vue et vous pouvez passer d'un petit écran à l'autre. Et en fait, il y a 3 parties, la partie de gauche, centrale et de droite, grâce ici, voilà, avec ce bouton. On commande partie de droite, partie centrale et partie de gauche. Et à chaque fois, vous allez pouvoir avoir accès à pas mal d'options. Voilà, vous pouvez vitesse, contour, etc. pour la partie centrale. Si je vais sur la partie de droite, je vais pouvoir là aussi afficher
le téléphone portable, ici une boussole, le guidage activé, il s'affichera ici sur la partie de droite, etc. etc. Et si je ne veux rien sur cette partie de droite, eh bien je peux le décider là aussi. Donc vraiment très personnalisable en termes de contenu. Moi je trouve ça plutôt chouette. Il y a juste effectivement ce manque de cohérence par rapport au deuxième écran sur lequel on revient dans un instant. Donc partie de droite, je le disais, pilotage de l'écran instrument, la commande vocale, le volant chauffant ici disponible sur cette voiture et les commandes plage ou station précédente et suivante. Des palettes derrière le volant qui vont permettre de passer les vitesses en mode manuel, en tout cas tant que la voiture vous y autorise, parce qu'on verra à l'usage qu'il y a toujours un moment où elle reprend le contrôle en repassant automatiquement en mode D, donc le mode 100% automatique. Les commodos, c'est du classique Volkswagen, ce sont d'ailleurs des commodos Volkswagen. Derrière le volant, l'écran instrument, je viens de vous en parler, 10,25 pouces, dont la définition, je vous le disais, particulièrement fine, ce qui donne un peu cette impression de premium à la Audi, hein, c'est très agréable. Pas d'affichage tête haute disponible sur le Cupra Formentor, même en option, alors que c'est quelque chose que certains apprécient particulièrement, c'est dommage. Deuxième écran, l'écran central donc d'infodivertissement de 12 pouces, on y revient dans un instant. Sous cet écran, on retrouve le volume en partie centrale, ici, donc c'est une petite touche slide voilà, pour le volume. Certains apprécient, d'autres un petit peu moins. Moi, je trouve ça, on la repère assez facilement. Alors, il y a toujours le volant, évidemment, hein, c'est plus simple de régler le volume sur le volant, mais quand bien même, je trouve qu'on la repère assez facilement, cette barre. Voilà, donc je trouve pas ça, certains crient au scandale. Moi, je trouve pas ça rédhibitoire, je trouve ça ni bien ni pas bien. De toute façon, le conducteur va utiliser le volant principalement, et pour le passager, c'est pas rédhibitoire non plus, donc voilà. On a ensuite les commandes de température à gauche et à droite. Là aussi, un petit slide. Vous le voyez, la température est modifiée sur la partie supérieure de l'écran. Également pour le passager qui dispose ici d'un mode éco puisqu'il n'y a personne qui est installé à côté de moi. Et donc, on a un mode éco pour économiser évidemment de l'énergie en ne chauffant pas une zone qui n'est pas occupée. Les aérateurs ensuite avec les feux de détresse en partie centrale. Un vide-poche avec d'une part un emplacement pour la recharge par induction sur cette voiture d'essai en tout cas. Et puis d'autre part, deux prises USB-C, il y a de quoi faire. Entre les sièges, sur la console centrale, possibilité de désactiver le contrôle de la stabilité avec ce bouton ici. On a ensuite le sélecteur de vitesse avec deux petits vide-poches de part et d'autre. Et puis la fonction Auto Hold ensuite, le frein à main électrique et le verrouillage centralisé. Et bien voilà, je viens d'appuyer dessus. Deux porte-gobelets ensuite, ou plutôt un porte-gobelet et demi. Et puis sous la coudoir centrale qui me semble un petit peu bas. Il pourrait être un tout petit peu plus haut. Mais voilà, c'est juste confort personnel. Mais pour moi, il pourrait être un petit peu plus haut. Sous cet accoudoir central, un autre espace de rangement qui n'est pas très profond, mais qui comprend une prise 12 volts de type allume-cigare. Coup d'œil à présent du côté de l'écran d'infodivertissement, alors dont la définition est un petit peu moins fine que l'écran instrument, c'est un petit peu dommage. On est clairement dans du Volkswagen, je le disais notamment grâce à la disposition générale et puis voilà cette disposition ici des boutons de volume et des commandes de chauffage. Alors ici, on a un système de tuiles qui va proposer un affichage, ma foi, assez pratique, hein. Ici, tout ce qui est audio par exemple, on est sur la radio, on peut faire glisser vers le haut, voilà, pour connecter un appareil full link, on peut faire glisser vers le bas pour connecter par exemple si vous avez Android Auto, Apple CarPlay, et bien vous aurez le contenu audio ici en dessous. Là on va rester sur la radio et d'ailleurs on va couper le volume. Voilà. Ici partie de droite, même chose, personnalisable. On peut donc faire un slide sur la partie de droite pour obtenir beaucoup d'informations, notamment les commandes de batterie, etc. Et de nouveau, hein, voilà, c'est un slide, éclairage d'ambiance, batterie, profil conducteur, on reste sur confort, etc. Donc c'est assez pratique, c'est visuellement très réactif, visuellement assez agréable. Il y a juste que ça manque effectivement, je le disais, de cohérence par rapport à ce qui se trouve derrière le volant. Et puis, alors c'est sympa visuellement, mais en même temps, je trouve qu'il y a un petit côté, quand on est dans une marque comme Cupra, avec un côté un petit peu exclusif, sportif, etc., il y a un petit côté jouet, vous voyez, il y a plein de couleurs différentes. Je trouve que d'un point de vue oui, il y a un capteur de mouvement aussi, d'un point de vue, voilà, la cohérence visuelle, on n'est pas dans un esprit très sportif, même si c'est un menu qui est parfaitement clair. On n'est pas dans un esprit très sportif sur cet écran, ça fait un peu jouet, c'est un petit peu dommage. Juste au niveau de la cohérence. Pour le reste, franchement, je vous le disais, ça fonctionne plutôt bien. On a un menu accessible directement ici à droite, le menu lié à la voiture. Vous pouvez là aussi naviguer dans les menus. On a toujours en partie supérieure cette bande qui reste visible en permanence, dans laquelle vous pouvez par exemple aller directement dans la partie climatisation. Ici par exemple commander les sièges chauffants dont cette voiture est équipée sur 3 niveaux, vous le voyez. Ici on
a ce bouton central qui permet de revenir sur le menu principal ou d'obtenir cette disposition-là. C'est vraiment très fluide, très agréable. Il y a juste que visuellement, effectivement, ça dénote un peu par rapport au reste de la voiture et notamment à l'écran instrument. Le démarrage à bord de cette Cupra Formentor, il se fait à partir du bouton Start Stop Engine qui se trouve idéalement placé sur le volant. Alors outre le fait que c'est finalement assez logique comme emplacement, on a les mains sur le volant, on pousse sur le bouton avec le pouce et la voiture est prête à s'élancer. On place le sélecteur de vitesse sur D et c'est parti. Et puis ça amène, au-delà du fait que c'est assez intuitif, ça amène une certaine sportivité du coup dans cette voiture. Donc on est bien dans l'esprit Cupra. Jusque là c'est plutôt sympa. Donc sélecteur de vitesse sur D, la voiture est prête à s'élancer. S'il y a de l'électricité dans la voiture, dans la batterie, eh bien dans ce cas-là, la voiture va privilégier le mode électrique, en tout cas à basse vitesse certainement. Ensuite, on a le mode hybride également, hybride automatique ou hybride manuel, on verra ça dans un instant, mais le mode hybride qui va être privilégié plutôt à haute vitesse lors des sollicitations plus importantes où là le moteur thermique va devoir se réveiller et puis évidemment quand il n'y a pas d'électricité dans la batterie, ce qui n'est pas souhaitable évidemment. Donc voilà, a priori il y a de l'électricité dans la voiture, dans la batterie, donc on s'élance en mode électrique et on est assez intimidé au démarrage par ce capot, le capot certainement avec cette couleur mat qui est assez intimidant. Pourquoi? Parce qu'il est assez proéminent ce capot, j'ai pas l'habitude de voir le capot des voitures comme ça et là il est vraiment proéminent avec le double bosselage, même le quadruple bosselage, donc c'est assez voilà, il est assez présent. Et puis autre chose également qui est plutôt pas mal, c'est cette signature lumineuse LED qui se retrouve comme ça de part et d'autre du pare-brise en passant par le bas du pare-brise, donc d'une portière à l'autre en passant par le bas du pare-brise. Signature lumineuse qui est au-delà du fait que visuellement c'est sympa et ça élargit la voiture, et bien cette signature lumineuse elle est aussi utile puisque le bout de chaque signature lumineuse du côté des portières eh bien va flasher de manière un petit peu plus importante quand il y a la présence d'une voiture dans l'angle mort à gauche comme à droite. Donc l'avertisseur d'angle mort, il va se trouver en fait dans cette signature lumineuse et je trouve ça plutôt bien vu en termes de design, bien vu également en termes de sécurité parce que du coup il est très très visible tant à gauche qu'à droite, beaucoup plus que quand c'est noyé dans la vitre des rétroviseurs. La première impression, ça passe aussi par les sièges dans lesquels on est très très bien installé. En plus d'être très beaux, ils sont donc assez confortables et performants. Performants parce que le maintien latéral est excellent. Confortable parce qu'on peut aussi envisager de voyager sereinement dans cette voiture qui offre donc un bon maintien, mais aussi un certain niveau de confort pour l'utilisation au quotidien. Les multiples réglages du siège et de la colonne de direction vont faire que même quand on mesure comme moi 1,90 m, eh bien on va trouver assez vite sa position de conduite idéal, encore un bon point. Je vous parlais il y a un instant de l'avertisseur d'angle mort. Eh bien, l'avertisseur d'angle mort fait partie évidemment de l'arsenal d'aide à la conduite disponible dans cette voiture, parmi lesquels on retrouve également le front assist, également le limiteur de vitesse, régulateur de vitesse adaptatif. Tout ça fonctionne très très bien. On l'a vu tout à l'heure, ça se commande à partir de la partie de gauche du volant et on a également évidemment le maintien dans la voie, l'avertisseur de franchissement de ligne, etc. Donc vraiment tout est disponible dans cette voiture, tout ce qu'on est en droit d'attendre d'une voiture moderne en 2021 et l'ensemble fonctionne plutôt bien. Mais mon petit truc préféré, vous l'aurez compris, c'est l'avertisseur d'angle mort. Je trouve ça vraiment sympa. Si la voiture propose un comportement convaincant sur la route et un agrément de conduite qui est bien réel, c'est certainement grâce à son châssis qui est vraiment très très performant. Les réglages également de suspension sont vraiment très efficaces. On a la régulation adaptative de châssis qui est de série sur cette voiture et qui fait là aussi plutôt bien son travail. Donc tout ça fonctionne vraiment bien ensemble. Attention, un petit bémol quand même, cette voiture c'est une traction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la puissance elle passe par les deux roues avant. On n'a pas de transmission intégrale sur cette voiture et parfois grâce notamment à l'apport de l'électrique qui est instantané, eh bien on peut avoir des pertes de motricité assez facilement quand on est sur une route mouillée ou une route un peu grasse. Voilà, j'ai observé ça pas mal durant cette semaine. Pour le reste, ça reste une voiture qui mérite son blason VZ pour Veloz, signe d'une voiture plus sportive dans la gamme Cupra. Franchement, elle le mérite bien, mais c'est une voiture qui sera agréable à utiliser d'un point de vue du châssis,
du point de vue du comportement, grâce au fait, je le disais tout à l'heure, qu'on a les moteurs électriques à l'avant et la batterie à l'arrière. Donc on a une bonne répartition des masses. Mais il y a un petit bémol quand même, c'est le fonctionnement de 3 systèmes en même temps, la boîte DSG6, le moteur électrique et le moteur thermique. Et en la matière, il n'y a rien à faire, hein. Seule une 100% électrique comme la cousine de l'ID3, la Cupra Born, qui maintenant arrive sur le marché également, seule une 100% électrique pourra proposer un comportement moteur extrêmement convaincant avec une réponse immédiate quand on sollicite l'accélérateur. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un seul moteur qui doit juste se gérer lui-même et pas arriver de concert avec un autre moteur, le moteur thermique. Pas de moteur thermique dans la Cupra Born. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que immédiatement toute la puissance est disponible et en termes de réactivité, forcément cette voiture-ci elle ne peut pas rivaliser. Ici il y a un moteur électrique, un moteur thermique, une boîte de vitesse, tout ça doit fonctionner de concert et c'est pas toujours évident. Il y a toujours, comme dans toutes les hybrides rechargeables, cette petite latence à l'allumage du moteur thermique, donc l'ensemble manque un petit peu de réactivité. Alors on peut faire le test, hein. Là je suis sur une route nationale relativement dégagée, je suis en mode 100% électrique. Si j'écrase l'accélérateur, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il faut un petit temps avant que ça réagisse. Alors une fois que ça réagit, la poussée elle est vraiment là, hein, mais il faut un petit temps avant que ça réagisse et donc c'est pas très agréable. Du coup on peut se poser la question de savoir à quoi servent les palettes derrière le volant. Est-ce qu'on a vraiment envie sur une hybride rechargeable de s'amuser à jouer avec les palettes derrière le volant? Eh bien avec un ensemble technique comme celui-ci, moi ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie parce que voilà, c'est pas très réactif, etc. Elle a plein d'autres qualités, mais la qualité de la réactivité, elle ne l'a pas. Pour la réactivité, on choisira une Cupra Born. Un petit mot concernant le bruit dans cette voiture, il y a pas mal de choses à dire. Alors les bruits aérodynamiques, donc les bruits du vent sur la voiture, les bruits de l'air sur la voiture sont bien maîtrisés. Ça c'est la bonne nouvelle. La moins bonne c'est que les bruits de roulement sont un petit peu moins bien maîtrisés. Alors certains apprécieront parce que du coup on a un côté plus prise directe avec la route. Moi je trouve pas ça très très agréable. Je préfère quand c'est davantage filtré. Mais certains je sais préfèrent avoir ce contact un petit peu plus direct avec la route. Donc voilà, bruit de roulement pour moi c'est un peu trop fort. Et par contre il y a ce fameux bruit qu'on retrouve dans certaines voitures et heureusement pas dans toutes, des bruits artificiels qui simulent les montées en régime d'un moteur thermique et qui dans cette voiture peuvent varier d'un mode de conduite à l'autre. Si on est en Cupra évidemment le bruit sera beaucoup plus audible, si on est en sport un petit peu moins et en confort encore un petit peu moins, mais j'ai pas trouvé le moyen de le supprimer complètement et ça me dérange un petit peu. Donc si c'est possible et si vous savez comment faire, eh bien n'hésitez pas à me le dire, notamment dans les commentaires, ça me servira à moi mais surtout à celles et ceux qui vont regarder cette vidéo en vue d'acheter peut-être cette voiture. Donc j'ai pas trouvé le moyen de supprimer ce bruit. Donc ça c'est vraiment un petit peu dommage. J'espère que c'est possible de le supprimer ou que ça le sera dans le futur parce que on peut choisir une voiture électrique et aimer ces bruits. J'ai rien contre ça, moi j'aime pas du tout, mais on peut aimer ça. Mais on peut aussi respecter ceux qui comme moi n'aiment pas et donc veulent éventuellement voyager en silence parce que la sportivité c'est pas forcément le bruit. La sportivité ça peut aussi se faire en silence. Concernant la capacité de traction de cette voiture, on est parfaitement dans la moyenne grâce au crochet d'attelage qui est disponible en option. Eh bien, on est sur 1,5 tonnes pour une charge freinée, 750 kg, la moitié pour une charge non freinée, donc parfaitement dans la moyenne. Tout à l'heure, je vous ai parlé dans la description du tableau de bord des modes de conduite, des drive modes disponibles dans cette voiture via le bouton ici à gauche qui se trouve sur le volant. Un petit peu moins accessible, il y a les modes d'entraînement. Donc il s'agit du moteur électrique, du moteur thermique et de la symbiose du fait de les faire travailler ensemble. Alors ça c'est via les menus d'office, donc il n'y a pas un bouton qui permet de passer du mode hybride automatique par exemple au mode électrique et inversement. Il faut forcément passer par les menus du système d'infodivertissement et ça je trouve ça un petit peu dommage. Alors parmi ces options, on a donc 100% électrique et hybride automatique, mais on a également 3 modes hybride manuel. Le fait de demander à la voiture de maintenir le niveau de charge actuel au niveau de la batterie, le fait de demander à la voiture de ne pas descendre en dessous d'un certain niveau de charge et le fait de demander à la voiture de recharger la batterie. Alors c'est évidemment dans ce mode-là que la voiture va consommer le plus puisque au-delà de faire tourner son moteur thermique pour faire avancer la voiture, eh bien elle va devoir en plus recharger la batterie. Donc là évidemment surconsommation à utiliser avec modération.
10,7 mètres, c'est le diamètre de braquage entre trottoirs de cette Cupra Formentor. Cupra Formentor qui donc est parfaitement à l'aise également en ville, hein, ce dont on ne doutait absolument pas. Mais donc ça renforce un petit peu le côté polyvalent de la voiture, agréable sur des voies rapides comme là maintenant sur l'autoroute, agréable en ville aussi, on n'est pas pénalisé lors des manœuvres par un diamètre de braquage qui serait trop important. Sur toutes les voitures hybrides rechargeables, le freinage, il manque de mordant. Pourquoi ? Parce que ces voitures doivent composer avec le fait de récupérer l'énergie sur la première partie de la course de la pédale et puis après d'avoir ce freinage par friction, ce freinage physique qui vient effectivement se mettre en marche. Donc on a ce point de bascule entre les deux qui est plus ou moins évident d'une voiture à l'autre, mais globalement toutes les voitures hybrides rechargeables proposent un mordant de pédale qui est pas terrible. Donc voilà. C'est une attaque de pédale un petit peu molle et c'est un petit peu dommage. Sur cette voiture en particulier, je trouve que la course de la pédale globalement, assez loin d'ailleurs, manque de fermeté. On a quelque chose d'assez mou quand on écrase le frein et ça tranche d'ailleurs avec l'accélérateur qui lui offre beaucoup de répondants et puis le freinage lui beaucoup moins, c'est très très mou et c'est un petit peu dommage et sur une voiture à vocation un petit peu sportive, c'est assez étonnant. Donc voilà, je comprends qu'il faille composer avec les deux systèmes de récupération d'énergie et de freinage par friction, mais là il faudrait quand même peut-être donner un petit coup de clé sur ce freinage pour avoir un freinage un petit peu plus mordant. Alors il n'y a rien de dramatique, hein, c'est juste une question d'habitude aussi, mais j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus ferme au niveau du freinage. Il n'y a pas de problème de sécurité, hein, cette voiture elle freine, mais il faut aller assez loin dans la course de la pédale pour s'en rendre compte. En allant fouiller dans les menus, oui, il faut une fois de plus passer par les menus. Vous allez retrouver, si vous avez un petit peu de chance, l'endroit où on parle de récupération d'énergie. 3 modes sont proposés, faible, fort et automatique. Et ce mode automatique, moi je l'ai adopté, il est génial. Alors c'est pas propre à Cupra, hein, on le retrouve dans plein d'autres voitures, généralement un peu premium d'ailleurs. Ce mode automatique, c'est quoi ? Ça veut dire qu'en fonction des conditions de circulation, en fonction du fait qu'il y a un obstacle ou pas sur la route, alors bien sûr une voiture devant vous, mais ça peut être aussi un carrefour en approche ou bien un rond-point, la voiture elle va adapter la récupération d'énergie. Donc je roule, je lève le pied de la pédale d'accélérateur, il n'y a personne devant moi, la voiture va ralentir très doucement, donc proposer une récupération d'énergie qui est faible pour un ralentissement assez naturel. Si par contre j'arrive en agglomération, changement de limitation de vitesse, si une voiture se trouve devant moi qui est plus lente, si j'approche d'un carrefour, d'un rond-point, là la voiture, quand je vais lever le pied de l'accélérateur, va proposer une récupération d'énergie plus forte et donc une décélération plus importante parce qu'il y a justement un obstacle qui se présente devant. Et ça fonctionne vraiment très très bien. L'essayer, c'est l'adopter, comme on dit dans ces cas-là. Là, je me trouve sur une nationale, il y a un tracteur devant, je lève le pied et là, la voiture, voilà, elle propose une récupération d'énergie plus forte parce qu'il y a un obstacle qui se trouve là maintenant, juste devant moi. Vous voyez peut-être la lumière qui m'éblouit un petit peu. Voilà, donc ce mode automatique, il est pour moi l'idéal et heureusement d'ailleurs parce que si j'avais envie 5 fois par trajet d'aller changer, je devrais aller dans le menu, ce qui serait d'un point de vue de la sécurité pas terrible. Donc voilà, choisissez votre mode de récupération d'énergie préféré, soit faible, ce qui s'apparente à une voiture à moteur thermique où on lève le pied de l'accélérateur et voilà, la voiture va gentiment décélérer. Fort, alors on va pas aller jusqu'à l'arrêt complet, hein, c'est pas de la one pedal drive, bien loin de là, ça pourrait d'ailleurs être plus fort, ou bien automatique et la voiture s'adapte automatiquement en fonction des conditions de circulation et moi, vous l'aurez compris, c'est mon mode préféré. En matière d'aide au stationnement, cette voiture devrait normalement disposer d'une caméra 360 puisqu'elle est équipée du pack Veloth qui en Belgique notamment contient ce précieux allié en matière de stationnement, donc la caméra 360. Ce n'est pas le cas, je me suis un petit peu renseigné, je me suis rendu compte qu'effectivement suite à quelques problèmes visiblement d'approvisionnement, certaines Formentor qui devraient être équipées ne le sont pas, le seront plus tard. Et je pense que les concessionnaires ont laissé le choix entre le fait d'attendre ou le fait d'accepter la voiture telle qu'elle. Donc voilà, cette voiture n'a pas cette fameuse caméra 360 qui est bien utile et une fois qu'on l'a, franchement, comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. Cette voiture dispose évidemment des capteurs de parking, mais également d'une simple caméra de recul. Alors caméra de recul qui n'offre pas une définition absolument incroyable, mais ça fait le boulot, sans plus.
En matière d'éclairage dans cette voiture, on a des phares full LED et qui proposent d'ailleurs un éclairage extrêmement convaincant. L'allumage des phares est automatique et si vous voulez le basculement automatique des feux de route aux feux de croisement qui est très pratique, eh bien vous pouvez l'avoir, c'est en option. Il faut par contre à chaque fois et pour chaque trajet, ça ne reste pas en mémoire, eh bien basculer le commodo de gauche vers le tableau de bord pour activer ce basculement automatique des feux de route aux feux de croisement. Ça c'est un petit peu agaçant. Si on aime le fait que ce soit activé, on aimerait que ce soit actif en permanence. Avant de m'arrêter pour vous parler consommation et autonomie réelle de cette voiture, je voudrais faire un petit bilan à bord de cette voiture. Est-ce qu'on s'y sent bien au terme de cette semaine à son volant? Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, il y a à boire et à manger. Alors, le ramage est-il à la hauteur du plumage? J'ai envie de dire pas tout à fait. On est dans une voiture qui reste une voiture hybride rechargeable avec les limites du système, notamment en termes de réactivité. Donc la voiture est par contre très performante d'un point de vue de son châssis, de ses réglages. Par contre, l'agrément moteur au pluriel, électrique, thermique et entre les deux la boîte de vitesse, là il est un petit peu en dessous. Si vous voulez quelque chose de plus réactif, une full électrique sera sans doute plus convaincante parce que là effectivement la réactivité elle sera immédiate à chaque instant. Donc ça c'est le petit bémol. Par contre en termes de qualité de vie à bord, on a tout ce qu'il faut en matière de confort, d'aide à la conduite. Donc franchement une semaine à son volant, c'était une semaine plutôt agréable. La place à l'arrière, elle était largement suffisante. Alors pour moi, on l'a vu, c'est un petit peu juste, mais pour des enfants, absolument aucun problème. Et tout le monde a passé une excellente semaine à bord de cette voiture et moi au volant de cette voiture. Donc bilan très positif, même si vous aimez une voiture très sportive, alors c'est peut-être pas une hybride rechargeable qu'il vous faut, que ce soit celle-ci ou une autre. C'est bien une Cupra, oui, en termes de comportement, mais pas forcément en termes d'accélération ou d'agrément moteur. Pour ça, privilégier peut-être, alors soit une 100% thermique évidemment, soit éventuellement une 100% électrique qui aura moi ma préférence évidemment. Avant de vous retrouver à l'extérieur, je me suis arrêté quelques minutes pour vous parler autonomie réelle de cette voiture en mode 100% électrique et consommation réelle de cette voiture durant cette semaine d'essai. Alors l'autonomie théorique 52-55 km en 100% électrique en cycle mixte, ça c'est la théorie. Dans les faits, à combien arrive-t-on? Alors je dois vous dire que je suis resté la plupart du temps en mode normal au niveau des drive modes, donc des modes de conduite, mode normal avec quelques accélérations bien sûr, avec quelques fois où j'ai dû tester évidemment et donc forcément rouler batterie vide, mais la plupart du temps, voilà, en roulant de manière tout à fait normale, en bon père de famille, comme on dit. Sur l'ensemble du test cette semaine, j'ai parcouru 560 km et j'arrive à une consommation moyenne de carburant fossile c'est ici, de 2,3 litres au 100. Vitesse moyenne 80 km/h. Sur un trajet, pour vous donner une idée, trajet domicile-travail 46 km, dont les 8 premiers sont en urbain et périurbain, et tous les suivants sont sur autoroute. Là, je suis arrivé à parcourir 35 km avant que le moteur thermique se mette en marche. Donc 35 km au quotidien, dont 8 seulement ne sont pas de l'autoroute. Franchement, c'est assez convaincant. Sur National, on peut arriver sans trop de problème à 40 km en 100% électrique et en ville, ce sera près de 50. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du trajet des 46 km, donc entre 35 et entre le kilomètre 35 et le kilomètre 46, le moteur thermique était en marche, donc elle était en mode hybride automatique et à la fin je suis arrivé à une consommation sous les 2 litres au 100. Donc si on n'a que ce système là, que ces allers-retours là avec systématiquement une recharge d'un côté comme de l'autre, donc domicile et lieu de travail, eh bien on peut rester malgré ce trajet de 50 km alors que la voiture n'en fait que 35 selon mes conditions et les conditions météo de cette semaine en 100% électrique, on reste quand même en dessous des 2 litres au 100, ce qui est plutôt pas mal. Alors une fois que la batterie est vide sur un trajet autoroutier par exemple, on arrive à combien? Eh bien là, je suis arrivé à 6 litres et demi au 100, batterie vide donc, avec des conditions automnales, donc pas des conditions qui sont idéales en termes de consommation. Donc 6 litres et demi, c'est plutôt convaincant là aussi. C'est moins que certains SUV 100% électriques, 100% certainement pas 100% électrique, mais 100% diesel ou essence, donc 100% thermique, voilà ce que je voulais dire. C'est moins que certains de ces SUV là, donc c'est extrêmement convaincant et ça veut dire qu'on n'a pas peur de faire des kilomètres batterie
batterie vide quand c'est nécessaire, quand on n'a pas le choix. Lors de longs trajets pour des week-ends par exemple, ou sur la route des vacances, si vous traversez la France, forcément vous n'allez pas recharger tous les 50 km avec la faible capacité de recharge de la batterie, c'est pas possible. Donc sur des longs trajets, vous serez forcé de rouler en mode hybride automatique, c'est-à-dire la voiture qui va de temps en temps donner un petit coup de boost avec le peu d'énergie que vous allez récupérer dans la batterie, comme une hybride simple finalement. C'est comme ça qu'elle va se comporter sur des longs trajets une fois que la batterie sera vide. Mais donc il ne faut pas avoir peur de le faire. Cette voiture permet de rouler économiquement de manière très intéressante durant la semaine en 100% électrique avec une certaine capacité de kilomètres, de réserve de kilomètres en 100% électrique, et également le week-end, les vacances, de rouler sans avoir peur d'exploser le budget quand on est sur le moteur thermique. Avant de conclure cet essai, parlons du prix de cette Cupra Formentor e-Hybrid de 245 chevaux, disponible en Belgique à partir de 49 630 € et en France à partir de 47 900 €. Alors la politique d'équipement d'un pays à l'autre est très variable. Je vous invite donc à vous rendre sur le configurateur en ligne national qui correspond à votre pays de la marque Cupra, histoire de voir ce qui est proposé en termes d'équipement de série, en termes d'options éventuelles, de packs également, histoire de vous faire votre configuration et de déterminer votre prix. Cette Cupra Formentor, comme toutes les voitures hybrides rechargeables ou électriques, est particulièrement intéressante d'un point de vue fiscal, tant en France qu'en Belgique et ailleurs, grâce aux mesures gouvernementales qui sont mises en place. Alors le leasing opérationnel, c'est la location longue durée pour les entreprises, est maintenant disponible également pour les particuliers. Le Private Lease, c'est chez notre partenaire Arval. Sur arval.be, vous obtiendrez toutes les informations sur cette formule particulièrement intéressante parce qu'elle réserve pas de surprise du tout. Voilà, il n'y a pas de surprise. Vous payez la même mensualité du premier au dernier mois du contrat et donc tout est compris, à savoir les entretiens, remplacement des pneus, etc. Il n'y a pas de mois avec des mauvaises surprises quand il faut changer les pneus ou encore faire un gros entretien par exemple. Donc voilà, leasing opérationnel pour les entreprises avec tous les avantages fiscaux qui vont avec, et puis le leasing sans surprise pour les particuliers, le Private Lease. Demandez une offre sur le site de notre partenaire, que je salue d'ailleurs, c'est arval.be. Arval qui est présent dans l'Hexagone également, si vous nous suivez en France, eh bien demandez là aussi une offre. Les formules sont un petit peu différentes mais tout aussi intéressantes. Rendez-vous donc sur arval.fr. Vous êtes à la recherche d'un SUV qui a du style et une vraie personnalité. Vous êtes à la recherche d'une voiture hybride rechargeable qui pourra vous faire rouler à la fois de manière économique durant la semaine en mode 100% électrique, mais qui ne fera pas exploser votre budget carburant sur un plus long trajet le week-end. Un SUV à la fois dynamique et confortable selon vos envies. Eh bien, ce Cupra Formentor VZ e-Hybrid est peut-être celui qu'il vous faut. Dans ce cas, vous devrez aussi faire avec un intérieur au style plus décousu, à la personnalité moins unique que l'extérieur et puis à la qualité des matériaux inégale. Une latence bien présente également quand l'envie vous prend d'écraser l'accélérateur et puis des bruits de roulement et artificiels un petit peu trop présents. Pour gommer ce problème de latence, si vous rêvez d'une réponse plus franche à la moindre sollicitation de la pédale d'accélérateur, pourquoi ne pas jeter un petit coup d'œil du côté de sa sœur, la Cupra Born, elle 100% électrique, qui sera bientôt à l'essai sur Charging Station. C'est bien sûr la déclinaison Cupra de la Volkswagen ID3. Avant de vous parler des prochains essais électrisants à venir sur Charging Station dans les prochaines semaines, eh bien, je voudrais vous remercier, vous qui faites partie des tout premiers, des quelques-uns tout premiers à avoir rejoint Charging Station, non pas en vous abonnant, mais en cliquant sur le bouton rejoindre et donc moyennant une petite cotisation mensuelle qui est inférieure à 1 €, eh bien, vous aidez activement Charging Station à grandir. Soyez-en remerciés, vous êtes les premiers. Si vous voulez faire la même chose, eh bien, sachez que grâce à cette petite souscription mensuelle de moins d'1 €, eh bien, vous aurez accès en priorité, plusieurs jours à l'avance, aux essais de Charging Station, ainsi qu'à mes conseils avisés, puisque depuis 3 ans maintenant, j'ai essayé des dizaines de voitures électriques et hybrides rechargeables, et je partagerai avec vous de manière privilégiée en message privé, eh bien, tous mes conseils, toutes mes expériences grâce à cette souscription. Donc, si vous voulez bénéficier de ces conseils et regarder les vidéos en priorité, eh bien, cliquez dès maintenant sur le bouton rejoindre et vous aiderez par la même occasion Charging Station à grandir, et je vous en remercie.
À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais très électrisants. Alors dans 2 semaines, on a rendez-vous chez Mercedes avec l'essai de la très attendue Mercedes EQS. On sera dans la technologie, dans le luxe. Ce sera la version 584 Matic AMG Line, version très intéressante parce que très luxueuse. Et puis ce tableau de bord, le fameux tableau de bord Hyperscreen dont on parle depuis très longtemps maintenant suite à la sortie de cette voiture. Mercedes a vraiment une avance considérable en matière d'intérieur et de tableau de bord, d'interface. Leur interface MBUX traditionnelle, elle est maintenant copiée par beaucoup d'autres constructeurs et là ils prennent encore de l'avance avec ce tableau de bord Hyperscreen. Durant les semaines suivantes, d'autres essais électrisants. On ira chez Hyundai par exemple. On a essayé la Kia EV6 il y a quelques semaines. Eh bien ce sera sa cousine, la Hyundai Ioniq 5, une voiture très attendue, je le sais, par beaucoup d'entre vous. Et puis direction les États-Unis. À défaut de pouvoir se rendre à Berlin où l'usine Tesla ne produit pas encore les fameux modèles Y attendus pour le marché européen, ils sont toujours en attente, en tout cas à ce jour, des autorisations des autorités locales. Donc en attendant, eh bien, direction les États-Unis avec cette Tesla Model Y qui viendra peut-être de Chine d'ailleurs, hein, je ne sais pas, on verra d'où elle viendra en fonction de la finition notamment. Tesla Model Y donc à l'essai sur Charging Station, ce sera pour terminer cette année 2021. Je vous souhaite déjà de bons préparatifs de fête, il n'est pas trop tôt pour vous le souhaiter. Et puis on se retrouve donc dans 2 semaines avec la fameuse Mercedes EQS. En attendant, n'oubliez pas, rejoignez Charging Station, cliquez sur le bouton vous abonner et sur la petite cloche des notifications. Si vous le souhaitez, rejoignez également la chaîne via le bouton de souscription, le bouton rejoindre et soyez-en déjà remerciés. À bientôt.